11h32, donc je vois que les gens sont en train d'entrer dans la salle. On va lancer tout de suite nos activités. Alors, notre webinaire d'aujourd'hui porte sur la crise du logement, plus précisément la crise du logement et les droits humains au Québec. On a la chance d'avoir avec nous Véronique Laflamme du FRAPRU, Bruce Porter du Social Advocacy Center et Martin Gallier de l'UQAM. Je vais présenter bien sûr nos invités. Je souhaite remercier d'abord et avant tout Marie-Michelle Pelletier de la Faculté de droit pour l'organisation du webinaire, Valérie Kelly, la coordonnatrice de la communauté de recherche action sur les droits économiques et sociaux qui a organisé ce webinaire, ainsi que Souila Baba Ahmed qui nous offre ses services de traduction. Alors, c'est très apprécié. Merci à tout le monde pour votre contribution. Donc, ce webinaire est organisé par la communauté de recherche action sur les droits économiques et sociaux. Nous avons donc aujourd'hui le plaisir de recevoir Véronique Laflamme, qui est organisatrice communautaire depuis 20 ans, dont une quinzaine d'années au Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU. Elle est l'actuelle porte-parole du FRAPRU. On a souvent l'occasion et le bonheur de l'entendre. Elle est plus généralement impliquée, Véronique, dans la lutte contre les inégalités sociales et la justice sociale. Le FRAPRU, quant à lui, c'est un regroupement québécois de plus de 140 organisations, dont 30 comités de logement et associations de locataires de différentes régions du Québec. Et ces entités sont au cœur, bien sûr, du travail du FRAPRU pour le droit au logement. Depuis bientôt 45 ans, le FRAPRU travaille notamment à la promotion et au développement du logement social. Il est également actif dans la lutte contre la pauvreté et pour la justice sociale. Donc, aujourd'hui, le format que nous vous proposons, c'est donc d'avoir d'abord et avant tout une première communication de la part de Véronique et par la suite, nous aurons l'occasion d'échanger avec deux collègues qui ont accepté de venir commenter la présentation de Véronique et engager les discussions. Alors, tout d'abord, nous avons avec nous le professeur Martin Gallier, qui est professeur de droit au département de sciences politiques et de droit de l'UQAM. Martin est spécialiste du droit du logement, du droit social et du droit international. Il a publié plusieurs analyses sur la question du logement, notamment un récent rapport intitulé, et qui se trouve d'ailleurs sur notre page Facebook de la communauté de recherche. Donc, ce rapport est intitulé Expulsion et obligations internationales, la sécurité d'occupation au Canada. C'est un rapport qui a été commandé par le Bureau du défenseur fédéral du logement. Nous avons aussi l'occasion d'avoir avec nous Bruce Porter, qui est directeur du Social Rights Advocacy Center. Bruce est boursier Maytree et ancien membre de la Commission ontarienne des droits de la personne. Il a été consultant auprès des instances onusiennes en matière de droits humains et également sur la question du logement. Bruce est l'auteur d'un nombre impressionnant et très impressionnant parce que je pense que je les ai tous lus, ces textes. Donc, un nombre impressionnant de publications sur divers enjeux de droits économiques et sociaux. Bruce est également membre du comité directeur du Réseau national pour le droit au logement. Il a joué un rôle central dans la négociation de la loi sur la stratégie nationale sur le logement avec le gouvernement fédéral. Alors, merci beaucoup pour votre présence et maintenant, je donne la parole à Véronique. Bonjour tout le monde. Merci de l'invitation pour parler aujourd'hui de crise du logement et droits humains. L'invitation a été faite au moment où le FRAPRU a publié un rapport qui était destiné principalement au Bureau de la défenseure fédérale du logement, mais également à un plus large public, c'est-à-dire dans le fond aux institutions également au Québec, aux chercheurs, chercheuses qui s'intéressent à la question du logement. Donc, on a d'abord voulu faire un portrait de la situation pour alimenter les travaux de la défenseure fédérale du logement. Je vais vous mettre dans le chat le lien vers le document que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme je ne savais pas si les gens l'auraient lu ou pas, je vais essayer de sortir un petit peu du cadre, mais je vais d'abord vous présenter les grandes lignes de ce document, puis ensuite peut-être faire le point sur la situation actuelle. J'aimerais qu'on se garde un petit peu de temps aussi pour parler des solutions qui sont évoquées à la fin du document et qui évoluent rapidement avec la conjoncture politique qui bouge elle aussi.
Donc, j'ai un PowerPoint, mais je vais peut-être faire des allers-retours pour éviter là, que vous n'ayez qu'à regarder un écran tout au long du webinaire. Donc, je vais le partager à l'instant. Voilà. Alors, ce qu'on explique dans le document, d'abord, c'est qu'on vit une crise du logement qui est sans précédent au Québec. On insiste sur le fait que la crise du logement, ce n'est pas qu'une question de rareté de logement, mais il faut quand même le dire que la rareté de logements locatifs actuels au Québec, elle est inédite dans le sens où pratiquement toutes les municipalités qui font partie de l'enquête de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, sauf une, ont un taux d'équilibre qui est actuellement sous la barre du 3 qui est considéré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement comme le seuil pour que le marché soit dit équilibré. On en reparlera tout à l'heure parce que force est de constater qu'actuellement, même avec un taux d'inoccupation de 3 on ne peut pas dire que la situation est équilibrée. On l'a vu à Montréal dans les dernières années où le taux d'inoccupation était en haut du 3 et où on a eu des ménages locataires qui se sont retrouvés en logis de façon très importante. Donc, dans ce document, donc, on parle de cette crise du logement au pluriel. Donc, pour bien marquer le fait que ce n'est pas seulement qu'une pénurie d'appartements, mais d'autres situations urgentes qui sont elles aussi des crises. Et là, on peut parler notamment de la question de la cherté des loyers, de la spéculation, des évictions, de l'itinérance, qui est une crise en soi. Et on pourrait aussi parler de la crise du logement vécue par les Autochtones. Donc, ce plaidoyer vient aussi essayer de contrer là, l'argument voulant que ce n'est qu'une question d'offre et de demande. On y reviendra tout à l'heure. C'est important d'avoir cette situation-là en tête quand on parle des solutions. Donc, toutes ces réalités-là empruntent des violations flagrantes de droits. Donc, celui à un logement, évidemment. Et pour les personnes qui sont moins familières, je remets quelques éléments de la définition du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU, mais aussi d'autres droits. Donc, le droit à la santé, le droit à l'éducation, même le droit au développement pour les enfants, à l'alimentation, mais aussi, ultimement, le droit à la vie. On a eu récemment, vous en avez peut-être entendu parler dans les 2 dernières années, il y a des locataires carrément qui sont décédés suite à des évictions, entre autres. J'en mets 3 exemples à l'écran. On a aussi entendu récemment dans l'histoire de la RPA Mont-Carmel. Si vous avez vu le documentaire qui vient d'être diffusé sur Nouveau, on entend aussi un témoignage sur le fait que 2 locataires sont décédés rapidement après avoir reçu leur avis d'éviction. Il y a aussi des histoires, plusieurs histoires de personnes itinérantes qui sont mortes à cause du froid ou qui sont mortes parce qu'elles étaient itinérantes. Donc, le droit à la vie est ultimement, lui, aussi compromis. Donc, ce que je vous propose, c'est de revenir rapidement sur chacun de ces éléments, dans le fond, pour les personnes qui sont moins familières avec la situation actuelle, puis de voir un peu comment chacune de ces situations a des effets sur le droit au logement. Donc, d'abord, la rareté de logements locatifs, je vous en ai parlé. On est dans une situation où, depuis quelques années, le taux d'inoccupation descend sans cesse. Il faut faire attention, ce n'est pas que pour des raisons liées à la pandémie. Hein. Souvent, on parle de la pandémie a le dos large. Avant que la pandémie débute, c'était le plus bas taux d'inoccupation en 15 ans à Montréal. La pandémie a eu des effets dans certaines régions, notamment le tourisme. Il y a eu beaucoup de résidences dans certaines régions, par exemple, je pense aux Laurentides, à l'Anaudière, à la Gaspésie, où le télétravail a entraîné une pression supplémentaire qui était déjà vécue dans ces régions touristiques pour transformer, entre autres, des logements locatifs. Il faut faire attention aussi, ce n'est pas juste des logements dans un triplex, mais souvent, c'est des régions où les locataires louaient une maison, finalement.
qui a été acheté pour devenir une résidence principale ou une résidence secondaire. Donc, il y a plusieurs éléments là, quand on parle de la rareté de logements locatifs, mais je veux juste attirer l'attention sur le fait qu'il faut faire attention pour ne pas lier cette crise-là comme découlant seulement de la pandémie. Il y a eu des effets qui se sont fait sentir, mais quand on regarde, par exemple, à Montréal, la spéculation immobilière, les rénovictions étaient déjà bien présentes finalement dans plusieurs quartiers à Montréal. Cette situation-là s'est étendue récemment et c'est sûr que des raisons liées à la pandémie, ils sont liés, mais pas seulement. Donc, la pointe de l'iceberg de cette rareté de logements locatifs, c'est le 1er juillet. J'en parle parce que ça s'en vient. Attention, crise du logement n'égale pas 1er juillet. Hein? Soit on dit crise du logement, combien de locataires sont à la rue le 1er juillet? C'est un symptôme. C'est disons, la partie la plus visible de cette crise du logement, mais il faut en parler parce que depuis 4 ans, le taux de nombre de personnes qui se retrouvent, de locataires qui se retrouvent sans logis au 1er juillet augmente. Heureusement qu'on a finalement des baux qui se terminent pas mal tous en même temps au Québec parce que ces personnes-là tomberaient dans les mailles du filet. C'est une des raisons pour laquelle on met autant d'énergie, le FRAPRU, depuis 20 ans autour de la période du 1er juillet pour s'assurer qu'il y ait des mesures d'aide d'urgence pour éviter que des personnes tombent finalement dans des situations d'itinérance aussi facilement. Ceci dit, beaucoup de locataires tombent actuellement dans des situations d'itinérance visibles et invisibles autour du 1er juillet parce que les mesures d'aide en place ne sont pas suffisantes et adéquates, mais le fait qu'on ait des mesures d'aide d'urgence au 1er juillet permet d'éviter en partie, finalement, que des locataires soient abandonnés. Donc, c'est un des éléments les plus visibles et on peut se le dire, l'itinérance s'est aggravée. Il y a des régions. Je vois qu'il y a des gens de la Naudière dans la salle, des régions où l'an passé, on parle de cinquantaines de ménages, de personnes et de familles qui se sont retrouvées sans logis, des gens qui se retrouvent à vivre en camping pendant l'été, des familles qui se retrouvent à vivre en motel. Des fois, on apprend par un fait divers, incendie d'un motel à la Naudière, 10 personnes y vivaient de façon permanente. C'est actuellement le genre de témoignage qu'on a, tout comme ceux des gens qui vivent dans leur voiture, quelque chose qu'on aurait pensé, qu'on pensait totalement improbable au Québec il n'y a pas si longtemps, mais qui est devenu pas une banalité, mais quelque chose que tous les groupes communautaires ont pu constater dans les régions du Québec. Donc, là, on peut regarder ce qui se passe en Colombie-Britannique, en Ontario. Ça fait quelques années déjà qu'on a des témoignages comme ceux-là et que c'est devenu un peu banalisé, mais c'est ça qui est en train de se passer actuellement au Québec et je dirais dans l'indifférence la plus complète, ou presque. Donc, un autre aspect de cette crise, c'est l'incapacité de payer. Donc, on voyait tout à l'heure que la capacité de paiement est une composante importante du droit au logement. Actuellement, j'ai décidé de ne pas vous remplir de statistiques, là, mais donc, on le sait, la cherté du logement représente une crise qui bafoue cette capacité de paiement d'une large partie des locataires. Ultimement, peut les mener à la rue ou pas loin. Quand on regarde les chiffres les plus récents disponibles du recensement de 2021, toutes les données ne sont pas encore disponibles, mais on peut y voir le nombre de ménages locataires qui paient plus de 100% de leurs revenus pour se loger au Québec. Si ma mémoire est bonne, on parle de plus de 33 000 ménages locataires qui payent plus de 30%. Et ça, c'était en 2021, dans un recensement qui a été fait en se basant sur les revenus de 2020, dont certains étaient dopés par les prestations de la pandémie. Là, quand même, il faut faire attention. Mais on a des ménages locataires qui paient plus de 100% et qui doivent compter finalement soit sur la charité, soit sur des proches et pour qui la ligne est très, très mince entre finalement pour ne pas tomber à la rue. Donc, et on l'a vu dans la dernière année, le nombre de dossiers de non-paiement, finalement, je pense que Martin pourra en reparler tout à l'heure, le nombre de cas, puisque c'est sa spécialité, mais les cas de non-paiement sont en augmentation. Puis, il faut se rappeler aussi que quand il y a une cause pour non-paiement de loyer, c'est peu importe la raison pour laquelle on n'a pas payé le loyer, ben finalement, ce qui nous attend, c'est l'éviction. Et sans filet social par la suite, on va y revenir tout à l'heure.
Donc, la spéculation, un autre élément, dans le fond, une autre composante de cette crise qui est très présente et qui s'étend. La spéculation immobilière, jusqu'à tout récemment, était plus présente dans certaines grandes villes. La question des flips, notamment d'achat et de revente rapide de logements. On a vu aussi les opérations d'achat menées par des compagnies à numéro ou carrément seulement par des grands propriétaires immobiliers connus. On a juste à penser à Henri Zavrièvre. Donc, ces opérations de spéculation pour acheter des immeubles qui sont considérés comme une bonne occasion d'affaires dans l'objectif de faire quitter finalement les locataires qui paient moins cher de loyer pour gonfler les profits. Ces opérations se multiplient. On les voit maintenant à Shawinigan. Vous avez peut-être vu les vidéos sur TikTok là, des jeunes investisseurs qui se cachaient à peine finalement là, de jouer les gros bras. On a des témoignages aussi maintenant au Lac-Saint-Jean. Vous avez peut-être vu le cas de pas de Glencore, non, j'ai oublié le nom de cette compagnie immobilière de Gatineau qui a acheté 22% du parc locatif de Sept-Îles il y a moins d'un an en disant clairement ne pas vouloir de certaines personnes comme locataires. Et après, finalement, s'être débarrassé de certains de ses locataires a augmenté les loyers de façon considérable. Donc, les histoires se multiplient et ça se passe un peu partout au Québec. Donc, dans ce contexte, la sécurité d'occupation est un enjeu de plus en plus important. L'insécurité résidentielle est grandissante. Des gens qui pensaient finir leur vie dans leur logement, notamment des aînés, on va en reparler, c'est un enjeu majeur actuellement. La situation des aînés locataires, que ce soit en logement régulier ou en RPA. Donc, l'insécurité résidentielle est grandissante, non seulement chez des locataires aînés, mais chez des gens qui habitaient leur logement depuis plusieurs années, qui pensaient finir leur vie dans leur quartier, où les enfants vont à l'école, où un réseau de voisinage fort est présent. Tous les locataires, ou presque, sauf ceux vivant dans un logement social, finalement, ou certaines exceptions, actuellement, ont peur d'être les prochaines personnes à perdre leur logement. Et ça, c'est extrêmement grave, ce sentiment d'insécurité, ce stress lié à la perte possible de logement se fait durement sentir. Donc, toute la question de la sécurité d'occupation actuellement fait craindre finalement aux locataires la perte de leur logement, pas seulement la perte de leur logement, mais l'insécurité de ne pas savoir où aller. Et ça, c'est quelque chose qui est plus palpable là, ces jours-ci. On en parle partout. Les gens qui ont été forcés de quitter leur logement, qui sont en recherche, qui sont obligés de s'éloigner, etc. Donc, ça contribue finalement là, au stress et ça porte atteinte au droit à la santé physique et mentale. Les personnes qui sont forcées de vivre dans un logement trop petit, par exemple, pour leur famille, dans un logement insalubre, aussi, ça a des effets, on le sait, on a parlé un petit peu des impacts sur la santé durant la pandémie, alors que c'est bien connu, mais il y a aussi, comme je le disais, la santé mentale qui laisse le stress et l'angoisse laissent des traces très profondes. Puis on le sent tous les jours, des gens sont désespérés de plus en plus. On a des régions où on a eu des témoignages d'organismes communautaires en santé mentale qui ont entendu des histoires de suicide liées finalement à cette insécurité résidentielle, liées aux évictions, parce que les gens ne savent pas ce qu'ils vont pouvoir faire et ils sont abandonnés. On va y revenir tout à l'heure. Donc, on a vraiment une fragilisation de populations vulnérables, mais on a aussi la fragilisation de personnes qui n'avaient pas de problème. Et ça, il faut se le dire actuellement, l'inaction ou l'insuffisance de l'action gouvernementale crée du mal-logement, crée des problèmes de santé qui n'existaient pas. Des personnes, on peut parler des gens qui se font, par exemple, évincer là, pour un Airbnb dans Hochelaga-Maisonneuve, une histoire médiatisée. Des gens qui payent un logement correct à 700 $ dans leur quartier où ils vivent depuis toujours. C'est des personnes, c'est ce genre de locataire qui se fait évincer, qui n'avait pas de problème, va en avoir parce que le prix des logements disponibles sur le marché, je ne veux pas dire qu'il y en auront
Absolument, mais je veux dire, en général, les histoires que les locataires qui perdent leur logement, qui sont forcés de quitter, ne réussissent pas à se reloger au même prix, doivent payer le double, parfois le triple de ce qu'ils payaient, doivent quitter leur quartier. Donc, ça crée des nouveaux problèmes. Dans certains cas, on va créer du mal logement parce que les gens avaient un bon logement, mais finalement, tout ce qu'ils réussissent à se trouver, c'est un taudis. Et là, va venir avec ça toutes sortes de problèmes, finalement. Il y a aussi le harcèlement qui est vécu par des locataires qui compromet le droit à la sécurité. Les situations de colocation non choisies. On a des histoires de femmes, notamment dans la cinquantaine, qui n'ont pas encore la retraite, qui sont obligées d'aller en colocation plus ou moins choisies pour pas se retrouver à la rue, où les personnes ne se sentent pas finalement en sécurité. Donc, je l'ai dit, de plus en plus de familles aussi là, et de personnes doivent quitter leur milieu de vie où on a les réseaux d'entraide, etc. On a des familles qui nous parlent de spécialistes auxquels elles ont accès dans l'école actuelle, mais si elles doivent déménager, elles perdent ces services-là, ces spécialistes-là dont on peut avoir besoin leurs enfants. Donc, c'est des services c'est des services publics finalement, dans certains cas même, qui sont nécessaires et qui sont perdus par les déménagements non choisi, dans un milieu finalement que les gens n'ont pas choisi. Donc, pour les personnes aînées vivant dans les RPA convertis, je pense qu'on en a entendu parler beaucoup récemment, mais il y a aussi la perte de services de santé, de loisirs, de vie communautaire, mais il y a aussi cette perte de sécurité qui était bien audible chez certains et certaines des locataires de Mont-Carmel qu'on a pu entendre récemment dans ce documentaire qui a fait beaucoup jaser au Québec. Peut-être, Bruce, ne l'as-tu pas vu? Je t'enverrai le lien. Alors, je ne vais pas aujourd'hui me prétendre que je suis spécialiste là, du logement autochtone, mais je veux juste mentionner que la crise du logement vécue par les peuples autochtones est une crise en soi, puis qu'il faut aussi, il ne faut pas l'invisibiliser. Elle est d'une autre nature, notamment liée finalement aux résultats de politiques colonialistes d'usurpation du territoire dans les réserves. Il y a notamment au Nunavik près de 50% des logements qui sont surpeuplés. Ça a des impacts non seulement sur le droit à la santé, à l'éducation, à la sécurité et à la vie. Vous avez peut-être vu ce rapport du coroner, finalement, récemment, qui a évoqué le surpeuplement comme un facteur de risque pour les jeunes enfants, entre autres. Il y a aussi les Autochtones vivant en milieu urbain qui font face à la discrimination et qui sont surreprésentés parmi les personnes en situation d'itinérance avec tout ce que ça implique sur les autres droits dont j'ai déjà parlé, ceux à la santé, à la sécurité, à la vie. Donc, je ne vais pas parler plus longuement, pour ne pas prendre la parole nécessairement à la place des personnes, mais il faut être conscient que cette crise-là qui est vécue, elle existe, elle est urgente, il faut s'y attaquer et en milieu urbain, quand je vais parler de discrimination tout à l'heure, notamment dans les personnes autochtones sont parmi les personnes les plus discriminées, que ce soit à Montréal, à Joliette, à Trois-Rivières, à Sept-Îles, au Lac-Saint-Jean, dans l'accès à un logement et dans le contexte où la rareté est maintenant plus importante qu'elle l'était dans tous ces centres urbains-là, ça a un impact aussi plus important encore chez les Autochtones vivant en milieu urbain dans leur accès au logement. Enfin, vous le savez peut-être, mais on parle de plus en plus de marchandisation et de financiarisation du logement. Le marché privé de l'habitation a connu des métamorphoses importantes avec l'arrivée du géant de l'immobilier. C'est quelque chose dont on parle beaucoup dans le reste du Canada. Au Québec, c'est un peu moins présent, cette question de la financiarisation du logement, puisque, comme je le disais tout à l'heure, l'acquisition d'immeubles locatifs se fait pas seulement par des sociétés financiarisées. On le voit, on voit des propriétaires bien connus, québécois, des compagnies à numéros, des propriétaires canadiens là, qui participent à la spéculation immobilière dont j'ai parlé, mais il y a une nouvelle menace quand même qui est celle de la financiarisation du logement, où on voit des très grands joueurs finalement qui s'accaparent le parc locatif et dont l'objectif est évidemment
de faire encore plus de rendement. C'est un enjeu complexe, mais qu'on surveille parce que parmi ces sociétés de capital investissement, ben, il faut savoir que les fonds de retraite sont présents et ça pose des questions desquelles on commence à discuter au FRAPRU, pour être bien honnête, mais c'est un enjeu important, non seulement dans la protection des logements existants, mais également dans le développement immobilier de plusieurs quartiers, je pense notamment au sud-ouest de Montréal. Donc, je vais revenir à mon PowerPoint. D'ailleurs, je vous avais préparé un petit graphique que je n'ai pas mis dans le PowerPoint. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet effritement du parc de logements locatifs encore abordable. Si vous voulez voir les visuels, je pourrais vous envoyer un graphique dans le chat. Au Québec, entre les 2 derniers recensements, il y a 116 logements locatifs à moins de 750 $ qui ont été perdus. C'est les chiffres qui ont d'abord été cités par Steve Pomeroy. Et à Montréal, c'est 89 000. Donc, entre 2016 et 2021, 116 000 logements au Québec qui se louaient à moins de 750 $. Si vous me donnez, je les ai dans un autre PowerPoint, je pense que je vais aller les chercher parce que quand on regarde le graphique, ça frappe, on voit la courbe qui diminue. Mais on voit en même temps, si on fait une autre courbe pour de logements se louant à 1 000 $ et plus ou à 1 500 et plus, on voit la courbe qui est inverse. Et vraiment, dans certaines villes, on voit vraiment Montréal et Gatineau, on voit la courbe des logements de 1 500 et plus qui monte vraiment de façon très, très abrupte. Donc, l'enjeu actuellement, je vais en reparler sous peu, c'est le manque de logements effectivement sociaux pour répondre aux besoins de ces locataires finalement qui ne peuvent pas se loger autrement. Mais l'enjeu, là, je vous ai perdu en essayant de... Je ne vous vois plus, mais c'est correct. Donc, l'enjeu actuellement, c'est non seulement qu'on a très peu d'alternatives pour les locataires qui doivent se loger décemment, mais c'est qu'on perd des logements qui étaient encore abordables pour des ménages finalement à faible et modeste revenu. Et évidemment qu'on en perd plus qu'on en construit. Donc, cet effritement-là du parc de logements locatifs encore abordables, auquel contribuent les évictions dans l'objectif d'augmenter les prix, auquel contribue la cherté des logements dont je vous ai parlé tout à l'heure, auquel, dans le fond, contribue par la bande aussi la hausse de logements neufs peu abordables. Mais cet effritement-là est un enjeu réel et pour pouvoir s'attaquer à ça, il faut agir de façon majeure. Je vais y arriver dans les solutions. Il me reste 5 minutes parce que je veux que mes collègues puissent parler un peu. Je vous dirais que si on peut peut-être arriver rapidement aux solutions. Un des éléments qui nourrit les crises dont je viens de parler, autant celle de l'itinérance que celle au pluriel du logement, c'est le fait qu'il n'y a pas d'alternative pour ces locataires discriminés, pour ces locataires qui se font évincer. Quand les gens ont besoin d'avoir une alternative, il n'y en a pas. Parce que pour avoir accès à un logement social subventionné pour les ménages locataires à faible revenu, il y a des listes d'attente. Liste d'attente sur lequel le temps d'attente est en moyenne de 5 ans et 7 mois à Montréal, selon le plus récent rapport de l'Office municipal d'habitation de Montréal. Au Québec, il y a au moins 38 000 ménages locataires en attente pour un logement à loyer modique. Puis même quand on regarde dans certaines villes comme Drummondville, Sherbrooke, Trois-Rivières, Montréal, ça augmente extrêmement rapidement, ces listes d'attente. Il y a des gens qui ne s'y inscrivent plus. C'est la première chose que les comités logements disent aux locataires, c'est inscrivez-vous sur une liste d'attente. Mais quand les gens ont besoin d'une solution maintenant, si on te dit que tu vas attendre quelques années avant d'avoir accès, plusieurs personnes ne s'y inscrivent même plus. Même les femmes victimes de violences conjugales, et j'en ai pas parlé quand je vous ai parlé du droit à la sécurité, les femmes victimes de violences conjugales qui sont particulièrement affectées par ces crises du logement, notamment celle de la cherté et la rareté de logements locatifs, ont une priorité pour l'accès à un logement à loyer modique, mais quand il n'y en a pas de libre, ben, on a beau avoir une priorité, on l'a pas au moment où on en aurait besoin. Et on a des témoignages dans toutes les régions de maisons d'hébergement pour femmes qui nous parlent de l'effet des crises du logement sur les femmes avec qui elles travaillent, les femmes qui
qui décident finalement de ne pas quitter le conjoint parce qu'elles ont peur de ne pas avoir de logement ou qu'elles peuvent payer ou aller, des femmes qui vont dans les maisons d'hébergement mais qui, au sortir de ces ressources-là, dans le fond, ne savent pas où aller. Ça fait augmenter la durée d'hébergement et il y a un effet domino. Donc, cette absence finalement de filet social alimente les crises du logement, en fait. Et là, on parle de logements à loyer modique, mais il y a aussi des logements sociaux, finalement, pour les ménages à revenus modestes qui ne sont pas admissibles à un logement subventionné, mais qui ont besoin d'avoir un logement qui respecte leur capacité de paiement hors du marché privé. Donc, on est dans un contexte bien particulier où, au Québec, on a fait l'envie de plusieurs provinces dans les dernières années et par notre programme, finalement, qui finançait encore du logement social au Québec. Mais on est en train d'assister au Québec au virage qu'on a vu au Canada il y a quelques années, c'est-à-dire celui du logement social vers le logement dit abordable. Donc, on est dans ce contexte bien précis où on vit la crise ou les crises les plus profondes de l'histoire récente du Québec au niveau du logement, avec cette rareté, cette explosion du prix des loyers notamment. Mais l'effet protecteur du logement social n'est pas là parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Et à ce niveau-là, il faut se rappeler qu'on a déjà au Québec, quand le gouvernement fédéral finançait massivement ses politiques sociales de logement, on est passé en 20 ans de 0,5 à 9,7 du parc de logements locatifs québécois qui était finalement occupé par du logement social. Le retrait du gouvernement fédéral a joué un rôle puisqu'à partir de ce moment-là, finalement, on a ralenti le développement du logement social. Le Québec a pris la relève avec un programme qui n'a jamais été financé à la hauteur de ce qu'on avait comme financement quand le gouvernement fédéral était toujours de la partie. Le gouvernement fédéral est revenu récemment avec une stratégie sur le logement dont Bruce va peut-être nous parler, notamment une stratégie qui a notamment reconnu timidement dans la loi le droit au logement, mais qui a aussi financé différentes initiatives. Alors, ce n'est pas tant la stratégie elle-même que je critiquerais, quoi qu'il y aurait beaucoup à dire, mais les initiatives qui ont été financées par les milliards annoncés alors par le gouvernement fédéral, milliards qui avaient été obtenus pour la plupart avec le retrait du gouvernement fédéral finalement de ses engagements à long terme envers le logement social. Et au lieu d'investir ces milliards-là dans le logement social, on s'est éparpillé finalement dans une panoplie d'initiatives dont aucune au départ n'était consacrée au logement social sans but lucratif. La définition d'abordabilité dans ces programmes-là fédéraux était très, très large et faisait en sorte que le financement, finalement, n'allait pas vers les ménages locataires les plus mal pris. Par exemple, là, vous avez tout le monde entendu parler de ce logement à 2 225 $ dans la région de Montréal, considéré comme abordable. C'est une des définitions, finalement, de cette initiative dont on pourra reparler si vous voulez, qui était basée, finalement, sur les mauvais indicateurs. Il y a eu l'initiative de création rapide de logements, mais c'est la seule qui n'est pas permanente et il y a eu jusqu'ici 3 phases. Il n'y a pas eu de nouveau financement dans le dernier budget. Donc, c'est un scandale. Ça a été dénoncé tout récemment aussi par le Conseil national du logement, un des mécanismes là, qui a découlé de cette loi de 2019 sur la stratégie fédérale sur le logement. Ça a été aussi donc dénoncé par le directeur parlementaire du budget, vérificateur général à Ottawa, mais pour l'instant, il n'y a pas de réaffectation finalement de ces sommes. Je le mentionne parce que si le gouvernement fédéral mettait toutes ces sommes dans le logement social, dans des politiques sociales financées de façon prévisible, avec des programmes autoportants qui se suffisent à eux-mêmes, ce qui n'est pas le cas d'autres initiatives, sauf les CRL, bien, on pourrait jouer un effet de levier extrêmement important pour venir finalement répondre à tous ces besoins comme on le fait par le passé. Donc, du côté du Québec, actuellement, je le disais, c'est extrêmement inquiétant. Le programme qui a été mis sur pied il y a 25 ans, qui a fait des jaloux et des jalouses dans plusieurs provinces, même s'il n'était pas parfait, va être abandonné. C'est la volonté là, qui a été annoncée récemment par la nouvelle ministre québécoise de l'Habitation, là, alors que sa prédécesseur caquiste avait promis jurer l'inverse dans les mois qui précédaient, au profit du nouveau programme d'habitation abordable qui est fait davantage pour le privé. Donc, mais Accès Logis, finalement, n'était pas financé adéquatement, ce qui fait en sorte que depuis des années,
le financement était au ralenti, le développement était au ralenti. Le nouveau programme, il n'y a aucune mise en chantier qui a été débutée encore. Et en fait, pour faire une histoire courte, actuellement, il n'y a pas moyen de déposer un projet, finalement, de logement social dans un programme qui marche au Québec et tout court, il n'y a pas moyen de déposer parce qu'il n'y a pas d'unité disponible. Donc, c'est un scandale. Au moment où les besoins sont si grands, finalement, ça n'a jamais été aussi lent et compliqué. Pour en rajouter une couche, on assiste non seulement à une privatisation de l'aide au logement avec un programme qui prévoit des fonds publics largement insuffisants pour financer aussi des projets de promoteurs privés, mais aussi tout récemment à une sous-traitance et à une privatisation carrément des programmes sociaux avec ces fonds qui ont été confiés au Fonds de solidarité FTQ et à Desjardins pour qu'ils gèrent leurs propres programmes en lieu et place de la Société d'habitation du Québec. Donc, et on peut se douter que finalement, ce n'est pas aux 40 000 ménages sur une liste d'attente pour un HLM que ces projets-là vont nécessairement répondre. Alors, c'est le contexte dans lequel on se retrouve au Québec, alors qu'il n'y a jamais eu, je dirais, un si large consensus sur l'importance d'augmenter la part de logements sociaux pour pouvoir permettre l'accès à un logement décent pour les ménages locataires qui ont des besoins urgents. Puis, je conclurai parce que je sais que, Martin, tu vas nous parler notamment probablement de toute la question des évictions, mais je conclurai en disant que la ministre de l'Habitation a récemment annoncé qu'elle allait venir avec un projet de loi là, incessamment pour rééquilibrer l'équilibre entre les propriétaires et les locataires. Je vous dirais qu'il faut suivre ça de près. Malheureusement, les échos qu'on en a, c'est que le gouvernement est aussi préoccupé par le droit de propriété que celui au logement. Il ne veut pas nuire aux investissements. Or, actuellement, on l'a vu, la situation actuelle fait en sorte que il y a un rapport de force disproportionné, finalement, dont disposent les propriétaires et les locataires n'ont pas d'alternative, sont mal pris. Plusieurs n'osent même pas défendre leurs droits de peur de perdre leur logement. Donc, l'impression qu'on a, c'est que ça ne risque pas d'aller très loin. Mais ce serait important de se faire entendre autour de ce dépôt de projet de loi-là pour qu'on renforce les protections, notamment contre les évictions. Il y a aussi un plan d'action gouvernemental en habitation qui avait été promis pour mars 2022 que la ministre nous annonce pour incessamment. Ce serait intéressant à suivre parce qu'on sait qu'il y a une différence entre une stratégie, une politique et un plan d'action. Hein? Et il y a plus de 500 organismes au Québec qui demandent depuis plusieurs mois déjà une politique gouvernementale en habitation basée sur la reconnaissance du droit au logement. Est-ce qu'un plan d'action va aller peut-être annoncer des mesures, mais sans qu'il y ait nécessairement cette reconnaissance qui est nécessaire du droit au logement pour baser les interventions gouvernementales? Alors, voyant le temps filer, je pense que j'en ai assez dit finalement là, sur ce portrait. En fait, en résumé, il y a une crise du logement. On peut parler de crise pour faire face un peu, pour mieux traduire finalement la diversité finalement là, des facettes de cette crise du logement. Ça a des conséquences bien réelles sur les droits humains, non seulement celui au logement, mais d'autres droits humains. Je peux parler du droit à l'alimentation. Je pense que c'est quelque chose dont on a plus parlé récemment que les impacts sur le droit à la santé, mais les banques alimentaires débordent. Cette semaine encore, vous avez peut-être vu cet indicateur annoncé par Centraide qui nous dit que 360 000 ménages seulement dans le Grand Montréal n'ont pas les revenus pour répondre à leurs besoins de base, c'est-à-dire n'ont pas de l'argent pour manger et pour payer le loyer. Donc, quand on sait que si on ne paye pas le loyer, on va se retrouver à la rue, finalement, on compromet d'autres besoins de base et le droit à l'alimentation est aussi, là, dans ces circonstances, sévèrement compromis. Alors, c'était l'essentiel finalement là, de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, mais j'espère que selon vos intérêts, vos questions, on pourra aller plus loin là. Alors, mais je laisserai Martin et Bruce commenter. Merci beaucoup, Véronique. C'était passionnant de t'entendre. On aurait voulu que ça dure 5 jours. Bref, on va suivre bien sûr les activités du Frappru. Donc, je laisse tout de suite la parole à nos deux intervenants. On n'a pas prévu d'ordre d'intervention.
Martin, est-ce que je te laisse, je laisse d'abord Bruce prendre la parole. Il pourra faire le pont notamment sur la stratégie nationale et sur tous les autres sujets, bien sûr, qui te semblent pertinents, Bruce. Je tiens à mentionner que Bruce prendra la parole en anglais. Et donc, si certaines personnes ont besoin que l'on traduise certains propos, ne vous gênez surtout pas à en faire mention là, dans le fil de questions-réponses, le fil de discussion questions et réponses qui est accessible sur votre aidez-moi quelqu'un, sur votre écran. Voilà, c'est le mot. Merci. Alors, je te laisse la parole, Bruce. Thank you very much, and apologies for having to speak in English, and thanks so much for the translation. It was great to listen to Veronique, as depressing as all of the information was. Veronique does such a great job of explaining how this crisis is unique and unprecedented and having a massive influence on those who are affected. So I just thought I would just very briefly talk a little bit about how we might use the right to housing as a way of addressing the crisis that Veronique has described, and just to come up with just a couple of ideas that might provoke further discussion. One of the real challenges that Veronique and I work on in our work in the national network is that the recognition of the right to housing under international law is now contained in federal legislation, and it applies to the federal government, but it doesn't directly apply to provincial and territorial governments. And in fact, when they negotiated bilateral agreements with all of the provinces and territories, each of those agreements requires an action plan by the province and territory to support the progressive realization of the right to housing under international human rights law, except for one province, and that is Quebec. So we're at this strange impasse that we often reach, where Quebec, of course, does not want to have the federal government impose conditions on funding, and yet the result is that we lose our ability to collaborate provincially, territorially, and nationally to implement international human rights obligations, which are shared human rights obligations and which apply equally to provinces and territories. So this goes way back. Veronique and I were involved in negotiating an early private members bill requiring the federal government to implement a national housing strategy. Bill C-33 eventually was defeated by the Conservatives. But what we negotiated there with the Bloc Québécois and others was to recognize a distinctive commitment to the right to housing under international law on the part of Quebec, because Quebec ratified the Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights at the same time that Canada ratified it in 1976 and considers itself independently accountable to international human rights. So we're trying to build on that idea to try to ensure that in our work with our colleagues in Quebec, we are equally able to affirm obligations with respect to the right to housing under international human rights law that particularly apply to provincial and territorial governments. So just a couple of ideas about how we applied the right to housing to try to address this systemic crisis that Veronique has described. One of the issues that was so clearly captured in Veronique's presentation was the way in which the housing system now is operating to remove and destroy affordable housing and replace it with unaffordable housing. And it raises the question of what kinds of obligations can be placed on housing developers and on governments that provide funding for the development of housing to ensure that the housing that is created is affordable. So we've done some recent statistical analysis that shows that actually the federal government's affordability criteria, that it applies to housing that is developed under its co-investment fund, which requires that 30% of the housing units be rented at 80% of median market rent, and the remainder
of the unit, 70% can be rented at the market rent. We've shown that that actually results in an underrepresentation. So it results in discrimination against Black households, Indigenous households, women-led households, and single mothers. So this is kind of a traditional analysis of discrimination that goes back to, some of you may remember the case of Action Travail des Femmes years ago against Canadian National Railroad, which established that they must at least ensure that their workforce had the representation of women that was characteristic of that area of work more generally. And so one of the issues we're looking at is whether we can't, in terms to try to make the right to housing more justiciable, something that we can actually take to human rights tribunals and courts. Could we, for example, challenge the federal government and the provinces for supporting and financing housing which discriminates against particular groups that are protected under human rights legislation? But of course, the right to housing under international law extends well beyond non-discrimination. And so we're also looking in the national network at applying the concepts of maximum of available resources and all appropriate means. These are the standards which are required under the Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. And so the question is, what do governments have to do under international law to ensure that the housing system stops removing affordable housing and starts to provide the kind of housing that people actually need, stops evicting and displacing people from communities in which they have traditionally lived, forcing them out and replacing their housing with housing for more affluent groups. And so the review panel that has been announced under the National Housing Strategy Act, the first review panel to be held on looking at compliance with the right to adequate housing, is looking at the specific issue that Veronique mentioned, financialization of housing. How do we control the actions of these massive private investors whose business model has traditionally been to identify areas where lower income people, racialized communities live, purchase those vast areas of vast amounts of property in those areas, and engineer a demographic change so that it becomes communities that are gentrified, that are occupied by more affluent households. That then makes their properties much more valuable. They have increased equity. That's the business model, and it's inherently discriminatory. It's based on the idea of forcing certain communities out and replacing them with more affluent communities. So can't we challenge that as a human rights obligation, as a human rights violation, both by the governments that facilitate it and support it and fail to stop it, but also more directly as a violation of human rights by the developers themselves? So we're looking at different models whereby a developer or even an investor in housing would be required, where the rules would be set that you can't apply a business model that replaces existing affordable housing with housing that's unaffordable. And it will involve governments in ensuring that that's the case. Sometimes it will require required allocations of social housing in a community, but the basic model could be that any housing development has to be inclusive. It can't be based on this model of creating more homelessness, but has to address those needs. So I think that the review panel that is coming up is a really unique opportunity for us to start to think about what the rules need to be that would ensure compliance with the right to adequate housing, which we now, for the first time, have implemented in federal legislation, and to then advocate for very similar legislation in provinces and territories so that we can address and to make the same kinds of requirements. For example, sometimes we can leverage them from existing guarantees in provincial human rights legislation, such as the Quebec Charter. So I think we need to be exploring every option we can to allow claimants to claim their rights in tribunals, before the review panel, and so on, to make the right to housing something that actually means something to people and that challenges these systemic issues that are depriving people of adequate housing in the way that Veronique has so eloquently described. So I think that's the challenge we're facing, and we're really
it's very exciting to be working with Veronique and others to try to bring forward these types of claims and to address the issues that Veronique has described. So I look forward to the discussion. And of course, Martin has done some amazing work on looking at the issue of expulsions and evictions as a way of a leverage for claiming the right to housing. So I'm very glad to pass it over to Martin. Merci, Bruce, pour ton intervention très pertinente. Comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre, opérationnaliser le droit au logement, finalement, qui a été reconnu dans cette loi fédérale et dans la stratégie nationale du logement. Alors, on va maintenant, en effet, passer la parole à Martin. Et puis, j'aimerais simplement dire à tous et toutes qu'il est possible, bien sûr, d'inscrire vos questions dans le fil de discussion si vous le souhaitez, si vous souhaitez que l'on puisse par la suite lire vos questions à nos invités. Donc, ne vous gênez surtout pas. Vous pouvez donc dès maintenant aller dans le fil de discussion et nous pourrons par la suite lire vos questions. Alors, Martin, la parole est à toi. Bonjour à tous et à toutes. Merci infiniment Véronique et merci Bruce. Alors, je savais pas que j'allais devoir parler plus des expulsions, mais je vais revenir quand même sur le rapport parce qu'on m'avait demandé de parler un peu du rapport du FRAPRU et je voulais dire que c'est en 4 points, mais c'est surtout pour dire ce qui m'a marqué parce que je le trouve vraiment excellent pour plein d'aspects, mais aussi pour dire ce qui m'a manqué un petit peu, non pas en termes de critique, mais plutôt en termes de bilan. Alors, j'ai 4 points en bref, mais je trouve que ce que montre de manière remarquable ce rapport, c'est que effectivement, je crois que la crise, comme ils disent là, même si c'est très structurel, elle est inédite. Et en fait, elle est inédite comme la crise sociale. C'est-à-dire, je crois que toutes les données de tous les économistes au monde sont unanimes pour dire qu'on est à peu près au niveau des inégalités qui étaient juste avant la Première Guerre mondiale. C'est les chiffres de Piketty, c'est pas les miens. Enfin, je veux dire, c'est des économistes sérieux. Comment ça se voit, notamment dans ce rapport, c'est l'accroissement considérable des inégalités. C'est-à-dire qu'on n'est plus, je prends juste un chiffre du rapport, mais environ 400 000 ménages qui sont en difficulté pour payer leur loyer. Alors, on peut après chipoter sur les chiffres, mais 400 000, ça veut dire que ça touche pas seulement les classes populaires qu'on a l'habitude de voir, de l'aide sociale, des gens qui ont perdu leur emploi subitement, etc., ou des mères monoparentales. Mais là, ça veut dire que c'est toute la petite bourgeoisie qui est maintenant affectée d'une façon ou d'une autre par l'incapacité à payer son loyer. Là, on parle de 39,9% de l'ensemble des ménages locataires au Québec. C'est des volumes qui, a priori, ont rarement été atteints. Donc, on se retrouve avec l'ensemble quasiment des travailleuses de service, des travailleuses domestiques, des travailleurs des entrepôts, des travailleuses de la restauration et des travailleurs du service aux personnes, des services aux soins, les fameux anges gardiens, qui se retrouvent pour beaucoup d'entre eux dans l'incapacité de payer. Et puis l'autre, ce que ça montre aussi sur les inégalités, c'est la permanence, et ça a été souligné par Véronique et Bruce, mais c'est le caractère profondément raciste de ces politiques de logement. Un seul exemple là du rapport suffit, le fait que environ 50% des logements au Nunavik sont surpeuplés. Ça n'a absolument aucun sens. C'est plus du racisme. Là, on est à l'état de colonialisme, à l'état brut, si on réfléchit un peu en mettant en perspective ces données. Le deuxième point qui ressort vraiment du rapport, c'est l'impunité totale des classes dirigeantes. Alors, impunité des propriétaires à tous les niveaux, c'est montré avec les systèmes des rénovictions, c'est montré aussi avec la question de l'insalubrité et l'absence totale de mesures de contrôle public. L'exemple de ce qui est arrivé à Montréal, où on a laissé un immeuble brûlé avec une absence de sortie dans certaines chambres, est absolument honteux et on ne peut pas dire qu'on ne peut pas prévenir ce genre de choses ou même qu'on n'était pas au courant, puisque visiblement, il y a eu un refus de mettre en place des systèmes d'inspection. C'est aussi l'impunité qui ressort très bien du rapport alors, j'emploie un gros mot, j'y reviendrai sur ces gros mots, mais oui, l'impunité de capitalistes, de financiers, l'exemple des RPA, enfin des mécanismes, enfin des maisons de logement pour les personnes aînées est une honte, et une honte connue depuis, mais qui a été mise à jour, au grand jour pendant toute la crise du Covid, et où on sait qu'il y a eu une impunité totale, une absence de réaction politique du gouvernement qui est au courant de ce qui se passe. On sait qu'il y a des tarifs complètement ahurissants qui sont pratiqués dans un espèce de flou
totale, sans qu'il y ait aucun mécanisme d'inspection qui ait été mis en place, ou presque. Et donc, finalement, c'est l'impunité du gouvernement de François Legault notamment, mais on pourrait dire aussi de Trudeau. Mais là, je prends François Trudeau, puisqu'il répétait encore hier qu'il n'y avait pas de crise du logement et que tout se passait très bien au Québec. Là, l'exemple qu'il donnait, c'était pour dire que le 31 juin, le 30 juin, tout va bien se passer. Donc, ce qui me frappe, et c'est mon troisième point, c'est que oui, on a une absence de volonté politique flagrante à tous les niveaux, fédéral comme provincial, de mettre en place une politique qui tienne la route. Ça, c'est évident, c'est toujours la même solution qui est mise de l'avance. Mais ce qui me frappe aussi, c'est l'absence de mobilisation sociale, le peu de mobilisation et le peu de réaction collective, ou le peu de lien avec les classes travailleuses, notamment, ou un morcellement complètement de la réaction politique à chacune des crises qui frappent les classes populaires. Alors, je ne m'attarde pas sur les initiatives, mais donc je veux venir sur les solutions qui ont été mises de l'avant. Il y en a une, je m'attarde juste sur celle-là qui m'a marqué dans le rapport, qui montre à quel point on devient complètement schizophrénique, et les stratégies qui sont mises en place par les classes dirigeantes pour s'approprier le peu de choses qui restaient encore publiques, ou en tout cas qu'on essayait de nous présenter comme des bienfaits pour les travailleurs. Là, je parle Et donc, je pense par exemple à ces fonds de pension FTQ là, qui sont soulignés. Donc, je suis ravi de voir le lien qui est fait avec ces milliards de dollars, ce bas de laine des Québécois, qui est utilisé précisément pour tirer dans le dos des classes populaires, les classes populaires québécoises. Enfin, c'est l'exemple que donnait Véronique tout à l'heure en disant, mais attendez, les fonds où on nous invite tous et toutes à cotiser avec des réductions d'impôts au nom de la défense des fonds de pension et donc des salaires, des revenus des classes travailleuses, ces fonds-là servent précisément à financer ceux qui font en sorte qu'il y ait une grosse spéculation sur le marché du travail. Alors, sur les solutions, 3, j'arrêterai après là-dessus, mais je crois qu'il faut exactement utiliser des mots qu'on nous empêche d'utiliser. Je crois que, oui, on peut parler de logement social, mais maintenant, il faut aller plus loin. Ils ont privatisé toutes les ressources. Enfin, Véronique l'a vraiment très bien montré. Là. Toutes les ressources publiques qui étaient a priori destinées au service public du logement social sont appropriées par les promoteurs immobiliers. Enfin, c'est à peu près ce que vient de nous expliquer Véronique. Donc, je crois qu'ici, va falloir parler à un moment de nationalisation de ces ressources. Je crois aussi qu'il faut faire un lien immédiat avec des gros mots qui ne sont pas dans le rapport, mais je crois qu'on ne peut pas questionner la question du logement aujourd'hui sans questionner celle des inégalités qui sont en train de se constituer, et donc sans questionner le système dans lequel on vit. Alors évidemment, c'est des banalités, c'est des mots qui sont lancés comme ça, mais je crois qu'il faut avoir une réflexion en lien, non plus seulement avec le contrôle des loyers, mais avec l'augmentation urgente des salaires de tous et de toutes. Je crois que ça, il est urgent de prendre à ceux qui possèdent. Et ça, c'est pas en réduisant les loyers, mais c'est d'abord en leur demandant de verser des salaires qui permettent de vivre dignement. Un autre gros mot qu'il faut utiliser, c'est absolument l'expropriation. Comment se fait-il qu'on permette à des propriétaires de spéculer dans les RPA en toute impunité, sans leur dire, non, là, c'est un bien public et c'est à nous. Et là, on va le gérer, vous êtes incapable de le faire, on a la preuve que vous n'êtes pas capable de le faire, vous n'avez plus le droit. Comment ça se fait qu'il n'y a aucune sanction? Un autre gros mot qu'il faudrait employer, c'est planifier ou planification. Alors, on en parle beaucoup de la planification en matière écologique, mais je crois qu'en matière de logement, c'est ce que disait Bruce, je crois qu'une stratégie, une politique de logement, ça nécessite non plus de voir à court terme et du profit immédiat, mais la planification. Alors, j'ai bien conscience que là, j'ai employé des gros mots. Alors, je voudrais dire 4, et qui un peu peut-être peuvent paraître très polémiques ou un peu utopistes, je ne sais pas. Mais je vais être beaucoup plus concret maintenant sur des choses qui pourraient être faites et qui sont faites et qui ne coûtent absolument rien au pouvoir public, mais qui illustrent à quel point ils n'ont aucune volonté politique dans le domaine que je connais le mieux, les expulsions. Premièrement, il n'existe à peu près aucune politique de prévention des expulsions. Ça ne coûterait absolument rien ou presque au pouvoir public. Il suffirait qu'à chaque fois qu'un propriétaire veut faire une procédure d'expulsion, il le notifie à un travailleur social, on le comptabilise et on pourrait minimalement faire un suivi. Ça serait un exemple qui existe à peu près dans tous les pays européens et qui n'existe rien. Une autre chose qui ne coûterait absolument rien au pouvoir public, c'est de faire en sorte que les juges fassent leur travail. Aujourd'hui, le Québec est un système barbare. J'emploie le terme un système judiciaire barbare, j'emploie le terme en pesant mes mots. Même en Ontario, où je ne sais pas, où des fois on dit qu'ils sont encore pires qu'ailleurs, ou même en Colombie-Britannique, il y a minimalement la possibilité, ça ne veut pas dire qu'ils le font, mais la possibilité pour le magistrat de regarder un petit peu,
pourquoi une personne ne peut pas payer son loyer. Elle a la possibilité aussi de dire non, je n'expulse pas une personne qui doit $10 parce qu'il y a une erreur, ou je n'expulse pas une personne qui doit $50 ou $200 parce qu'elle n'a pas touché son chèque de l'aide sociale, par exemple. Non, minimalement, les juges, si vous devez faire leur travail, c'est de mettre en balance les inconvénients pour toutes les parties. Ça s'appelle le principe de base de la justice. Au Québec, dès que le constat de $1 est constaté de non-paiement, ils expulsent sans vergogne. Et je dis sans vergogne parce qu'il n'y a eu aucun effort en 20 ans, 30 ans de la part des magistrats de changer cette règle. Aucun. Bon, je ne parle pas du législateur parce qu'on n'a pas eu pour l'instant de législateur qui ne se soit intéressé à la question du logement. Troisième exemple qui coûterait absolument rien ou peu de choses. L'idée de mettre en place une politique de relogement. Ben oui, ça coûterait beaucoup moins cher de mettre en place un système de relogement que de mettre en place des systèmes d'urgence et d'hébergement d'urgence. Donc, avant d'expulser quelqu'un, on s'assure qu'il y ait une politique de relogement. C'est des économies pour le système de santé, c'est des économies pour l'ensemble du service public. Parce que là, à l'inverse, qu'on assiste à une privatisation, c'est une privatisation des profits via les loyers et une socialisation de l'ensemble des coûts des services publics. 1 minute encore, et c'est ce qui me choque le plus peut-être, c'est en lien avec l'impunité dont je parlais tout à l'heure. Comment ça se fait qu'il n'y ait absolument aucune espèce de suivi en matière d'inspection? C'est-à-dire, ce n'est pas seulement d'inspecter, mais c'est en matière de sanction des constats qui ont été faits. Et là, sur ce point, que ce soit les politiques municipales, provinciales ou fédérales, on est au niveau 0 à peu près du mécanisme de contrôle. Voilà, j'ai fini dans mon speech. Merci beaucoup. Merci, Martin. Très intéressant. Les points que tu as soulevés, il y en avait de nombreux sur lesquels j'aimerais revenir, mais je vois que déjà, il y a quelqu'un qui a inscrit une question dans le fil de discussion. Est-ce que, Valérie, je peux te demander de nous lire les questions? Oui, alors on a une question de Jocelyne Sagala. En fait, c'est en lien avec les solutions. Donc, pourquoi le gouvernement n'oblige pas les constructeurs, par le biais de permis de construction émis par les municipalités, d'offrir un pourcentage pour les logements à prix abordable? Donc, la question, la façon dont je le comprends, c'est, puis vous pourrez me corriger, Jocelyne, c'est dans le fond de financer à travers le privé si les logements construits respectent les critères de logement abordable. Je peux peut-être répondre si vous voulez. Oui, allez-y, Véronique. Ben, pourquoi? C'est une bonne question parce que le gouvernement pourrait le faire en le rendant obligatoire dans la loi sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, la LAU. Quelque chose qu'on a demandé d'ailleurs, le FRAPRU, là, à quelques reprises depuis 15 ans après les fusions municipales. Ce qui est prévu dans la LAU, c'est que la LAU le permet, mais elle ne l'oblige pas. Et la seule municipalité où il y a un règlement qui oblige un pourcentage de logements sociaux, c'est Montréal, le fameux règlement 20-20-20, 20% social, 20% abordable, 20% familiaux. Mais le Québec pourrait aller plus loin en modifiant la LAU. Le problème, c'est encore là, on peut obliger, mais s'il n'y a pas de programme financé, actuellement, l'enjeu, même à Montréal, c'est que des projets... il y a une autre question sur ce qu'une politique de relogement. OK. Donc, en fait, l'enjeu actuel, c'est que même à Montréal, où il y a un règlement qui l'oblige, et ce n'est pas suffisant, 20% de logements sociaux, si tu fais un projet de condo dans Hochelaga, Maisonneuve, même si ton projet a 20% de logements sociaux, il va avoir un effet de gentrification parce qu'il y a moins de logements sociaux qu'il y a de locataires à faible revenu. Donc, c'est quelque chose qui est critiqué aussi. Seulement prévoir un pourcentage, si le pourcentage n'est pas suffisant, bien, on accepte qu'il y a des projets immobiliers qui finalement vont avoir comme effet de faire augmenter le prix des loyers et de tranquillement, finalement, changer la population d'un quartier. Mais tout ça pour dire que même là où il y a un règlement obligatoire maintenant, c'est très difficile de faire lever de terre les logements sociaux parce que le financement n'est pas au rendez-vous, parce que les programmes gouvernementaux ne sont pas fonctionnels. Et on le voit actuellement, entre autres, il y a eu des nouveaux pouvoirs qui ont été donnés aux villes avec l'expropriation. On espère que ça va venir, mais voyons
je ne trouve pas le mot, là, dans le fond, le pouvoir que les villes peuvent, dans le fond, maintenant être les premiers acheteurs. Donc, je ne trouve plus le mot, là, mais on a le droit d'annoncer qu'on va être premier acheteur sur un immeuble ou sur un site. Et donc, le gouvernement a annoncé que c'était à préemption. Merci, Martin. Donc, le droit de préemption, c'est une solution à la crise du logement, mais les villes peuvent bien acheter des immeubles et des terrains, et c'est bien, ça permet de les sortir de la spéculation. Mais si ces terrains restent vides pendant plusieurs années, ça va amener d'autres problèmes. Et là, les gens vont dire, vous voyez, ça ne marche pas. Mais parce que ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas de programme pour développer les projets sur ces sites. Donc, par rapport au règlement, pourquoi pourquoi ce n'est pas obligatoire? C'est une bonne question. Est-ce que ce serait possible? La réponse est oui. Et à l'heure actuelle, c'est à l'échelle locale que ces revendications-là doivent être portées. Il y a des villes comme à Québec, par exemple, vous avez peut-être entendu les gens de Québec, il y a le projet de Fleur de Lys là, dans Vanier, un quartier où il y a notamment une population vulnérable, immigrante, etc., des promoteurs immobiliers qui font un gros projet sans qu'il n'y ait aucune assurance qu'il va y avoir des logements sociaux là, dans un quartier, finalement, où il y a des logements encore moins chers, où ce projet immobilier va avoir des effets de gentrification. Et c'est le cas un peu partout. Il n'y a aucun règlement obligatoire. Souvent, les villes vont dire qu'elles aiment mieux négocier, mais force est de constater depuis plusieurs années que les négociations, ça n'a pas donné de résultat. Alors, voilà. Mais si on avait une politique sociale claire qui permettait une meilleure prévisibilité, ce serait plus facile aussi d'aller défendre ces règlements. J'ouvre une parenthèse sur ce sujet. Je veux dire, actuellement, c'est à chaque année, à la pièce, qu'on sait combien il y a de logements sociaux qui seront financés. Et là, maintenant, c'est même plus social, c'est abordable. Donc, cette année, c'est 1500 abordables, dont le tiers réservé au privé pour tout le Québec. Ça laisse une possibilité de, au mieux, 1000 logements pour tout le Québec sociaux hors marché. Alors, c'est sûr que dans les circonstances, de dire on va adopter des nouveaux règlements pour forcer plus de logements sociaux à se réaliser, ça n'a pas de bon sens. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'attaquer à la nécessité d'avoir une politique sociale financée comme c'était le cas avant que le fédéral se retire. Ce n'était pas à chaque année dans le budget qu'on savait s'il y avait de l'argent pour le logement social. Ça allait de soi. C'était une politique sociale. On a parlé beaucoup de Vienne récemment. Vienne, 0,5 % de l'impôt sur le revenu va au financement des politiques de logement. Donc, ça prend de la prévisibilité. C'est ça qu'on n'a pas actuellement. Ça rend difficile de demander des nouvelles contraintes aux villes si on sait que les logements ne vont pas pouvoir lever de terre. Ce n'est pas une raison pour ne pas le revendiquer, mais c'est ça le contexte qui est absolument, intenable actuellement. I think Bruce wanted to answer that question. Yeah, just quickly. So the implications of some of the work that we're doing is that it could be argued to be a human rights obligation. Even under the Quebec Charter, there's a tribunal hearing in Ontario looking into the Herongate community situation where an investor purchased land and is providing, with the agreement of Ottawa, housing that will house more affluent people. And as Veronique has said, it requires both obligations on developers and obligations on governments to provide financing for social housing and to ensure that there can be a component of affordable housing. But I think that we do need to think about litigation strategies to assert this as a human rights issue, where governments have to ensure that developers are not displacing disadvantaged groups in order to provide housing for more advantaged groups. And this is something that could be taken to a human rights tribunal in Quebec and elsewhere. Thank you. Merci, thank you Bruce for the answer. Puis aussi, juste, je me permets, désolée, je rentre, en lien avec la même question, ça travaillait dans ma tête pendant la présentation. Je me suis posé la question, c'est laquelle des solutions qui est selon vous à privilégier entre comme un financement public, donc carrément le gouvernement construit des logements sociaux, ou un financement à travers le privé, donc en donnant
prend, par exemple, je sais pas, un prêt sur l'assurance hypothécaire ou en finançant une partie de la mise de fonds d'un propriétaire privé qui voudrait construire un bâtiment, puis là, en ayant cette formule, cette entente avec les banques, ben on pourrait, le propriétaire doit s'assurer que les logements construits seront des logements abordables. Donc, je me demandais c'est laquelle des stratégies qui serait la meilleure selon vous, parce qu'au Québec, on se retrouve quand même dans la situation où une grande partie des logements sont détenus par le privé. Donc, à ce moment-là, bon, il faut un peu conjuguer avec cette situation-là. Puis, bon, alors, c'était ma question. Merci. Je pense, Véronique, tu as levé la main pour répondre. Oui, c'est une bonne question. Oui, c'est vrai, je ne l'avais pas mentionné. Puis d'ailleurs, juste vous dire tout le monde que j'essaie de trouver une façon de pouvoir vous écrire dans le chat pour vous envoyer tous les documents que j'ai mentionnés, là. C'est une excellente question. Au Québec, 90% des logements sont des logements privés. Alors, il y a très peu d'alternatives. Et donc, tout à l'heure, je n'ai pas pu aborder l'enjeu, mais quand on parle d'augmenter l'offre, il y a un enjeu là, parce que si on fait justement qu'augmenter l'offre par le marché privé, on ne règle pas le problème, mais au contraire, on l'accentue. Parce que les logements neufs récemment construits, ben, ils sont chers. Ils ont un effet inflationniste en faisant augmenter les prix dans les environs. En plus, au Québec, avec la clause F, les gens ne peuvent pas refuser les hausses de loyer pendant 5 ans. Ce qui fait en sorte que même quand on invoque en plus l'effet de percolation, que les nouveaux logements vont pouvoir être habités par des personnes locataires qui ont plus de moyens, puis libérer des logements moins chers, comme il n'y a pas non plus de registre des loyers, c'est pas vraiment vrai parce qu'on le sait, puis ça a été montré encore par la SCHL récemment que les hausses de loyers ou changements de locataires sont beaucoup plus importantes. Là, c'était comme 13,5 % pour le Québec cette année. Donc, il faut faire attention de dire on va répondre en augmentant l'offre par le marché privé. Ça ne réglera pas le problème des ménages locataires à faible revenu. On a évoqué certains chiffres, là, mais actuellement, si on regarde, c'est 65 %. Je pourrais vous faire un calcul rapide, là, des à peu près 350 000 ménages locataires qui payent plus que 30 % au Québec, qui ont des revenus de moins de 30 000 $ par année. Juste à Montréal, là, on est comme autour de plus de 150 000 ménages locataires là, qui gagnent moins de 30 000 $, qui payent plus que la norme de 30 % de leur revenu pour se loger. Donc, ces besoins-là ne sont pas répondus par les logements neufs. Mais plus important encore, c'est extrêmement important, c'est que les logements dits abordables sur le marché privé qu'on finance avec les fonds publics, ils n'ont pas le même effet. C'est pas l'abordabilité, elle n'est pas garantie dans le temps. Et c'est là l'argument principal. C'est qu'actuellement, avec les programmes fédéraux ou même provinciaux où on finance des projets privés, on leur demande une abordabilité qui est aussi faible que pour 10 ans dans le cas du programme d'habitation abordable Québec, puis dans le cas des programmes fédéraux, là, ça varie d'une initiative à l'autre. Donc, on dit, on va vous financer avec des fonds publics qu'on ne reverra pas quand on parle de subventions, qui vont servir, dans le fond, à faire du profit, que seul l'investisseur va se mettre dans les poches à la revente, pour des logements dits abordables, dont finalement, vous n'avez pas à garantir l'abordabilité pour une longue période. Et c'est alors que du logement social, hors marché, que ce soit des HLM, des coopératives, des organismes sans but lucratif d'habitation qui sont très nécessaires sous toutes les formes, hein, et on pourrait y revenir. Souvent, les HLM ont mauvaise presse, mais rappelons-nous que c'est le seul moyen pour les personnes à faible revenu d'avoir accès sans discrimination aucune à un logement social. Donc, je reviens au logement privé. Ces logements-là, finalement, eux ne vont pas rester, dans le fond, de façon perpétuelle abordable. Alors que quand on finance avec des fonds publics des logements sociaux, c'est pas, même si ces projets-là ont une obligation ont une entente sur 35 ans souvent, après 35 ans, les logements restent abordables. Des coopératives d'habitation financées il y a 30 ans, aujourd'hui, dans le quartier Villeray, à Montréal, dans le sud-ouest, souvent, c'est le seul rempart contre la gentrification des quartiers. C'est des logements qui sont beaucoup moins chers que sur le marché parce qu'il n'y a personne qui fait du profit. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment important, en tout cas pour nous, au Frappru, c'est très clair que c'est le logement social hors marché privé qu'on défend parce que financer avec des fonds publics des logements privés, ça va toujours être à recommencer. Les 20 investissements qu'on met, finalement, n'ont pas d'effet pérenne, puis il va falloir recommencer, il n'y a rien qui nous reste. Il n'y a pas de patrimoine collectif. Alors, j'espère que ça répond à ta question. Oui. Et je veux dire aussi que ce qui est très à la mode,
c'est l'aide individuelle, les allocations logement, par exemple. Mais rappelons qu'au Québec, l'allocation logement, elle est discriminatoire au niveau de l'âge. D'ailleurs, les personnes en bas de 50 ans n'y ont pas accès. Et c'est un montant qui ne couvre pas l'explosion du coût des loyers. Donc, ça aide peut-être dans certains cas à moins s'appauvrir, mais ça n'a pas un effet aussi structurant finalement. Donc, il y a des aides individuelles qui sont déjà financées en logement privé par le gouvernement et même les suppléments au loyer sur le marché privé. Il y a une étude très intéressante de la psychologue communautaire Janie Hull qui fait une étude actuellement sur les effets notamment du logement social. Même en logement privé, les locataires qui ont une subvention au loyer qui ne payent que 25 de leurs revenus pour se loger, ils n'ont pas le même sentiment de sécurité que ces locataires qui ont en logement social un supplément au loyer. Les locataires ont peur de perdre leur logement parce que c'est des ententes qui sont renouvelables. Là. Souvent, c'est de 1 à 5 ans la période. Les gens, au niveau de l'entretien, etc., le rapport, le contrôle sur son milieu de vie n'est pas le même. Donc, même si on paye le même 25 de son revenu, même là, les entrevues récentes effectuées par Janie Hull démontrait, c'est des travaux préliminaires là, qu'elle a présentés, mais quand même que l'effet finalement protecteur n'est pas le même au niveau du sentiment de sécurité, entre autres. D'accord, bien, merci. C'est vraiment, c'était très complet comme réponse, puis ça m'a fait penser aussi, en tout cas, ce que Martin disait, c'est vrai aussi, comme la crise du logement, elle révèle une crise de revenus aussi qui est en parallèle et qui a aussi tous ces enjeux. On a plusieurs questions qui ont surgi. Alors, Anne Thibault, pouvez-vous élaborer un peu sur ce qu'une politique de relogement aurait comme contenu et impact? Est-ce que vous voulez que je demande... Ah, Martin, oui. Très rapidement, en tout cas, c'est que ça existe dans de nombreux pays déjà. Ça n'a évidemment pas de... C'est comme toute mesure juridique, entre guillemets, ça n'a pas de... C'est pas une solution miracle parce qu'il n'y a pas de logement et que partout, comme partout ailleurs, il y a toujours une frange de la population, 10-20% de la population qui ne peut pas payer son loyer. Donc, quoi qu'il arrive, ça devient toujours compliqué. Mais ce que ça fait, ces politiques de relogement ou cette obligation de relogement, puisque c'est devenu vraiment un droit et c'est obligatoire selon les textes onusiens, on ne peut pas expulser une personne sans s'assurer qu'il y ait une solution de relogement. Et ce que ça fait dans certains pays, c'est que si la personne requérante, par exemple, prouve qu'il n'y a absolument aucune solution de relogement, certains magistrats dans certains pays, en tout cas, ont le droit de dire « Ah ben non, je ne vais pas expulser cette personne âgée parce que je sais qu'elle se retrouverait sans logement. » Donc, ça marche très bien, par exemple, dans l'équivalent de RPA, où on dit on ne peut pas mettre la personne à la rue si elle ne peut pas payer, puisqu'il n'y a aucune solution alternative. Donc là, c'est au gouvernement et au pouvoir public de trouver une solution. Donc voilà le contenu, en tout cas, si c'est ça la question, et quel est l'impact. Après, ça reste toujours dépendant de la volonté politique des collectivités locales, des municipalités ou des services publics. Mais voilà, c'est des choses qui ne coûtent pas grand-chose et qui assurent minimalement un peu d'humanité et un peu de suivi social des personnes que l'on met à la rue. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais voilà ce qui se fait concrètement. Merci, Martin. Je ne sais pas si un autre non, personne lève la main. On peut passer à la question de France Parent. Quel point de vue avez-vous sur les efforts actuels pour l'établissement d'un registre des loyers? Enjeux et risques, entre parenthèses. Je ne sais pas, Martin, si tu veux y aller. Écoutez, sur le registre des loyers, nous, on pense que c'est un outil dont on a besoin actuellement. Un registre public avec de l'information qui provient notamment du gouvernement, qui pourrait se faire via les relevés 31. Un des enjeux actuels, c'est que des hausses importantes de loyers se produisent au changement de locataire. La section G du bail devrait être obligatoirement remplie, mais elle ne l'est pas. Alors, soit il y a des pénalités pour les propriétaires qui ne remplissent pas la section G, mais il y en a aussi qui n'écrivent pas la bonne information et donc le poids repose sur les locataires d'essayer de tenter d'avoir le bail des locataires précédents pour savoir le prix payé. Donc, c'est pratiquement impossible de freiner les hausses importantes qui se produisent au changement de locataire de loyer. Donc, le registre permettrait d'avoir un outil public pour permettre d'avoir ces informations-là.
Donc, dans le contexte actuel, ça pourrait aussi décourager les évictions frauduleuses qui sont pratiquées dans l'objectif de hausser le logement au changement de locataire. Donc, pour nous, c'est un outil qui est nécessaire dans le contexte actuel pour freiner l'explosion des loyers au changement de locataire. Merci pour la réponse, Véronique. Puis j'en profite aussi juste pour t'aviser que j'ai recopié les liens que tu tentais d'envoyer à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas accès à la fonctionnalité, mais bref, j'ai tout renvoyé. Non, j'ai maintenant accès à la fonctionnalité, puis j'étais en train de le mettre. Ah, super, OK, mais je ne voulais pas interrompre, mais ça faisait beaucoup de choses à penser en même temps. Alors, nous, au niveau des questions-réponses, j'en ai pas d'autres. Martin aurait un commentaire, donc vas-y. Très rapidement sur les avantages et les inconvénients du contrôle des loyers. Alors moi, comme Véronique, évidemment, c'est plus que ça. Je pense que c'est une nécessité sociale et une urgence sociale de mettre en place un contrôle de loyer. On ne peut pas continuer comme ça avec une inflation qui explose sans contrôler les loyers. À mon avis, c'est une absence de politique publique là-dessus et à mon avis, vraiment dangereuse pour l'ensemble de la société. Mais juste pour l'anecdote, en tout cas, historiquement, il a été montré que la suppression, il existe toujours, mais du contrôle des loyers à New York a été le déclencheur d'une gentrification sans précédent. Il existe encore sous aménage vraiment très, très réduite, mais la suppression au sens large du contrôle des loyers à New York s'est accompagnée parce que certains ont appelé la fin du New Deal, ou en tout cas des politiques de public mises en place aux États-Unis. Donc voilà, et puis pour l'anecdote encore, la Commune de Paris s'est déclenchée notamment sur la nécessité de mettre en place un contrôle des loyers. Merci, Martin, pour les commentaires. Christine, en fait, il n'y a plus de questions dans le fil, mais on atteint la fin du webinaire. Peut-être tu voulais dire un commentaire ou conclure. Oui, en fait, on a encore 8 minutes devant nous. Comme elles sont super précieuses, j'invite celles et ceux qui souhaiteraient faire des commentaires ou poser des questions à les glisser dans le fil de discussion. Moi, j'aimerais ça vous demander quelque chose en lien avec le critère d'abordabilité. Est-ce que vous êtes capable de nous expliquer un peu d'où vient ce glissement du logement à prix modique, du logement social vers ce nouveau standard du logement abordable? Je comprends que la crise maintenant, vu les crises, comme le disait Véronique, vu leur ampleur, ratisse beaucoup plus large et que de nouvelles personnes se retrouvent au cœur des crises. Est-ce que c'est en raison de ça? Est-ce que c'est parce que le bassin de personnes maintenant est plus large puis on a voulu englober des nouvelles personnes qui auparavant n'avaient jamais été visées par les problèmes de logement? Parce qu'en fait, moi, ce qui m'interpelle ici, c'est que, bien sûr qu'on a envie de saluer le fait que la stratégie nationale et la loi fédérale reconnaît explicitement le droit au logement. Mais le critère d'abordabilité, comme c'est un critère normatif, c'est une composante normative du droit au logement, c'est une exigence qui est imposée par le droit au logement de s'assurer que les logements sont abordables. Est-ce que finalement, il n'y a pas eu ici une instrumentalisation par les autorités gouvernementales de ce critère-là d'abordabilité sous couvert de respect du droit au logement qui heurte en fait un autre principe un autre principe normatif du droit au logement qui est celui de devoir accorder une priorité aux besoins des personnes les plus vulnérables? Bien, c'est une bonne question, Christine. Moi, je ne pense pas que c'est à cause du contexte. Puis d'abord, il faut dire qu'au Québec, puis même avant avec les programmes fédéraux, le logement social a toujours été une réponse non seulement pour les ménages à très faible revenu, mais aussi pour les ménages à revenus modestes. Ce qui fait que même avec le programme Accès Logis, qui était dédié au logement social et au logement que certaines disent communautaire, en fait, le logement social sous forme coopérative ou sans but lucratif, souvent, les logements non subventionnés étaient qualifiés d'abordables. C'est déjà arrivé, OK? Mais c'était clair que c'était dans un programme exclusivement dédié au logement social. Donc, le glissement est venu d'abord du fédéral. Quand il a abandonné le logement social, au début des années 2000, les conservateurs sont revenus, ont financé du logement dit abordable parce qu'il y avait une pénurie, etc.
ce glissement-là est venu d'abord du fédéral, avec des définitions différentes. Et on les retrouve dans la stratégie fédérale sur le logement, mais encore là, avec des définitions différentes d'un programme à l'autre. Ce qui fait que généralement, on ne la définit pas sur la capacité de payer ou sur, dans le fond, le pourcentage du revenu, mais où on la définit en fonction du marché privé, l'abordabilité. Puis, puis au Québec, donc, parce que là, il y a des définitions puis des approches différentes au fédéral, à Montréal, la ville qui s'est dotée d'un chantier logement Montréal abordable, et au Québec. Alors, ça devient très difficile de s'y retrouver. Mais on peut dire qu'en général, on définit le logement abordable en fonction du marché et non de la capacité de payer. Le problème, c'est que même avec le programme Axélogie, pour les logements non subventionnés, c'était maximum 85 à 95 du loyer médian du marché à l'entrée dans les logements. Mais comme il ne se faisait pas de profit, l'abordabilité était toujours plus grande avec le temps. Donc, c'est pour ça qu'au FRAPRU, on tient tant à ce qu'on continue à avoir des politiques claires de logement social, parce que l'abordabilité, si elle est définie en fonction du marché, mais qu'elle n'est pas pérenne, bien, comme je l'expliquais tout à l'heure, il n'y a aucune garantie finalement pour l'avenir. Donc, il y a des débats actuellement aussi à l'échelle fédérale. Bruce est plus collé que moi là-dessus sur la définition de l'abordabilité. Mais une chose est sûre, quand on nous parle de logement abordable, pour l'instant, il n'y a pas un langage commun. Et au Québec, c'est il y a 2 ans que la loi de la SHQ a été modifiée pour qu'on ajoute abordable dans la loi. C'est inquiétant. Donc, on arrive à... Et là, maintenant, ce matin, par exemple, dans le Soleil de Québec, il y avait un projet de l'Office municipal d'habitation qui ne fait que du logement social. Hein? Et là, on nous dit projet de logement abordable. Parce que l'on définit les logements qui ne sont pas subventionnés pour les ménages à faible revenu comme du abordable, alors que c'est du logement de propriété sociale et collective. Si la propriété est collective et qu'ils sont hors du marché, c'est du logement qui est hors marché. Alors là, présentement, au Québec, on est en train de tout mélanger. Et c'est très récent, là, hein, qu'on nous dise social et abordable. Je veux dire, c'est très, très récent, mais c'est en train de se faire très rapidement. Et là, on voit les choses bouger. La définition que je vous dis du logement hors marché, juste à lire le cadre de référence en logement pour le soutien communautaire, c'est très clair, qui a été co-signé par le M3S et la SHQ, on nous le dit, c'est du logement hors marché. Là, la ministre se fait questionner en étude des crédits il y a quelques jours à l'Assemblée nationale et elle dit du logement social, c'est du logement subventionné où les locataires vont avoir une subvention pour payer 25 de leurs revenus pour se loger. Alors, il faut faire très attention parce que ça ne tient pas compte finalement de l'abordabilité pérenne dont je vous ai parlé. Donc, je sais que la réponse n'est pas claire. Je pourrais vous envoyer un article qui résume ça un peu plus, qui était dans le dossier à Babar sur la financiarisation du logement, un article que j'ai écrit, mais pourquoi la réponse n'est pas simple? C'est que tout le monde se dote de sa propre définition et en résumé, quand on parle de logement abordable, c'est un melting pot, c'est tout et n'importe quoi finalement et il y a un enjeu très, très réel actuellement autour de ça. Merci beaucoup, Véronique, pour ta réponse. Je vois que Martin a la main levée. C'était juste pour revenir sur tout à l'heure, il y avait dans les questions, il y avait une question sur les risques du contrôle des loyers. Le principal risque qui est mis sur le contrôle des loyers, juste pour répondre là-dessus, c'est par les propriétaires qui disent si vous mettez un contrôle des loyers, on ne pourra pas payer les travaux. Ça, c'est l'argument systématiquement à employer. Or, il est prouvé, mais vraiment établi, qu'il n'y a absolument aucun lien entre le montant des loyers, donc ce n'est pas parce qu'il est cher que les travaux sont faits. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun lien entre l'accroissement des revenus des propriétaires et la réalisation des travaux. Et même, il y a des études qui tendent à montrer que plus ils en gagnent, moins ils en font, parce que plus ils en gagnent, ça veut dire qu'il y a de la spéculation, et donc moins ils ont besoin de faire les travaux, puisque de toute façon, le bien prend de la valeur, donc ça ne sert à rien de faire des travaux, puisque le bien prend de la valeur sans même faire des travaux. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant de vous entendre. On constate à quel point, pardonnez-moi, on constate à quel point il y a du travail à faire et ce, à tous les paliers de gouvernement. Donc, dans un sens, c'est stimulant, mais dans un... Pardonnez-moi, il y a quelqu'un qui s'acharne. Dans un autre, on sent à quel point il y a vraiment un défi incroyable de mobilisation à mettre en place. C'est Martin, je pense, qui disait qu'on a
tu as constaté que la mobilisation est très morcelée et bref, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Il me reste bien sûr à vous remercier pour cette discussion qui était extrêmement stimulante. J'espère qu'on aura l'occasion de la poursuivre peut-être dans un autre format où on aurait plus de temps là, pour entrer en profondeur dans les questions qui sont complexes. Alors, merci infiniment pour votre présence. Je sais que tout le monde est très occupé, alors c'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup. Je remercie également toutes les personnes qui ont participé au webinaire. Merci d'être présentes. Et puis, j'ai envie de vous dire, bien sûr, à la prochaine fois. Nous avons d'ailleurs un autre webinaire qui est prévu la semaine prochaine qui porte sur l'aide sociale, la stigmatisation à l'aide sociale, la stigmatisation notamment qui est intériorisée par les prestataires d'aide sociale. Est-ce que Valérie, tu pourrais nous rappeler simplement rapidement le moment et l'heure, s'il te plaît? Oui, c'est ça. C'est le 31 mai, donc c'est pas mercredi prochain, l'autre. À 11h30, nos webinaires sont principalement à 11h30 jusqu'à 13h sur l'heure du dîner. Merci beaucoup. Et simplement pour vous dire également qu'il est possible, le webinaire est enregistré. Est-ce qu'il sera rendu disponible bientôt lorsque notre site Internet, le site Internet de la communauté de Recherche Action sera enfin disponible? Oui, absolument. Dans le fond, on fait les montages, puis en fait, on est en train de discuter de créer une chaîne YouTube. Puis on pourrait, pour visionner tous les webinaires qu'on a fait cette année et les prochains. D'accord. Alors, merci beaucoup. Je vous dis au revoir. Merci, Souila, pour ton travail de traduction. À très bientôt, j'espère.